Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Carnival Row, une série fantastique à la rencontre de plusieurs genres et disponible sur Amazon Prime Video. Et cette vidéo sera essentiellement sans spoiler puisque l'idée c'est de vous permettre de savoir si cette série peut être faite pour vous. Il me semble qu'on peut clairement voir en Carnival Row une déclinaison du vaste genre qu'est la fantasy, un genre que j'affectionne tout particulièrement, et à ce sujet, je vous invite à regarder, si ce n'est pas encore le cas, la vidéo que j'avais consacrée l'autre en août à Dark Crystal, la série Netflix, et depuis cette vidéo, chaque épisode que j'ai pu voir m'a confirmé que cette série Dark Crystal est un génial élargissement, approfondissement de l'univers qui avait été proposé dans le film magnifique de 1982. Revenons maintenant à Carnival Row qui, à mes yeux en tout cas, bénéficie d'un grand mérite initial, celui d'être une série originale et ce dans tous les sens du terme, ce qui implique forcément une certaine prise de risque pour tous ceux qui ont été impliqués dans la mise en œuvre de cette série. Carnival Row n'est donc pas une adaptation et la série nous propose un univers de fiction qui pioche dans le steampunk, le féerique, le mystère policier et la peinture sociale, avec même quelques accents Lovecraftiens. Et si vous n'êtes pas familier avec certains de ces termes, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, mais pour faire simple, imaginez l'équivalent d'une Londres victorienne en pleine révolution industrielle dans laquelle sont arrivés de nombreux immigrants d'origine féerique, tels que des faunes, des centaures, des kobolds ou encore les fées elles-mêmes. Et au beau milieu de cet intrigant décor, on retrouve une intrigue policière, des secrets personnels, des amours contrariés, mais aussi des manipulations politiques. Je ne serai sans doute pas le premier à le souligner, mais on a bien l'impression que Carnival Row tente d'être trop de choses en même temps et ne parvient pas forcément à convaincre partout. Et pourtant, l'essentiel est bien là pour moi, avec un univers crédible et magnifiquement rendu à l'écran, mais aussi un peu d'émotion qui sonne juste, ainsi que des parcours personnels intéressants et de véritables évolutions pour certains personnages, notamment secondaires. En effet, si je parle des personnages secondaires, c'est parce que les richesses de cette série proviennent un peu plus souvent d'eux que des personnages principaux, même s'ils sont également intéressants par certains aspects, et ces rôles principaux sont tenus par Orlando Bloom et Cara Delevingne. Je dois avouer que de mon point de vue, Orlando Bloom n'a jamais été un acteur très intéressant, mais je dois dire que dans Carnival Row, il tient peut-être son rôle et son interprétation les plus solides. Il interprète Rycroft Philostrate, un inspecteur de police de la Burg, cette version fictive de Londres. Du côté de Cara Delevingne, qui joue Vignette Stonemoss, une fée fraîchement arrivée dans la cité, je dirais que c'est correct sans plus, au niveau d'Orlando Bloom en résumé, sachant que le rôle n'exploite pas forcément au mieux un potentiel d'actrice dont j'ignore en réalité les véritables limites. Et d'ailleurs on pourrait éventuellement regretter certains aspects ou certains manques d'aspects du personnage de Vignette Stonemoss, qui n'a que peu d'impact, en tout cas à mes yeux, dans la trame principale de cette première saison. Alors ce sera peut-être rattrapé dans la suite éventuelle, enfin en tout cas déjà annoncée, mais on dirait qu'elle est surtout là pour incarner ce petit jeu de « je t'aime moi non plus » avec le personnage de Philostrate incarné par Orlando Bloom. Alors oui, c'est vrai, je dois bien avouer que je me suis fait la réflexion parfois qu'on aurait peut-être obtenu un résultat plus poignant pour l'ensemble de cette première saison avec deux têtes d'affiche plus percutantes, mais d'un autre côté, je dois avouer que je ne me suis jamais dit non plus qu'ils gâchaient la saison. Ils font le job tout juste, on va dire, et c'est déjà pas si mal. Dans les rôles secondaires, on a des performances très réussies de Jared Harris, évidemment, j'ai envie de dire, mais aussi de Tamsin Merchant, David Gyasi, Andrew Gower ou encore Simon McBurney que j'ai découvert à l'occasion de cette première saison. Alors oui, c'est vrai, certains me diront, mais il y a aussi Indira Varma de Rome ou encore de Game of Thrones, mais j'ai été un peu moins convaincu par la véracité qui émanait de son personnage. Après cette digression sur les personnages et les acteurs, revenons à ce monde si particulier de Carnival Row que j'ai pu décrire comme étant steampunk, et pour décrire le steampunk, je ferai quelques raccourcis et j'espère que les spécialistes parmi vous me pardonneront. Le steampunk, c'est avant tout un genre littéraire qui propose une version du monde en pleine révolution industrielle, de la vapeur notamment, mais avec des éléments de science plus développés, voire de science-fiction, et fantasque, et souvent en mettant en scène des personnages fictifs, célèbres ou historiques fantasmés. Alors certes, Carnival Row ce n'est ni la Ligue des Gentlemen extraordinaires, là je parle bien sûr du roman graphique d'Alan Moore, pas du film, ce n'est pas non plus la Cité des enfants perdus de Genet, mais ça navigue un petit peu dans ces eaux troubles. J'espère maintenant que vous voyez un peu plus de quoi il s'agit, et puis on peut dire aussi que le nom steampunk est une forme de dérivé, un clin d'œil au cyberpunk, un genre sur lequel j'aurai sans doute l'occasion de revenir dans quelques mois.
Pour les plus jeunes ou encore les plus gamers parmi vous, je pourrais aussi citer comme référence, comme exemple de l'ambiance steampunk de jeux vidéo assez récents que sont Dishonored ou encore The Order 1886. Parmi les nombreuses inspirations du mouvement steampunk, on trouve notamment les passionnants romans de Jules Verne et par exemple De la Terre à la Lune. Et justement, on remarquera que Carnival Row y fait un clin d'œil à peine voilé au travers du livre qui permet de faciliter les premiers échanges entre les personnages de Philostrate et Vignette, dans lequel il est question d'un espèce d'obus tiré d'un canon géant depuis la Terre et qui permet à des hommes d'arriver jusqu'à la Lune. La principale particularité de Carnival Row consiste à ajouter à ce genre steampunk les peuples féeriques, un ingrédient quand même assez particulier. Et j'ai envie d'ajouter au passage, notamment pour les connaisseurs, que ce type de mélange entre le steampunk et les peuples féeriques, eh bien on le retrouvait déjà dans un jeu de rôle de table, un jeu de rôle papier des années 90, le fameux Castle Falkenstein, qui m'avait toujours fait rêver sans que j'ai jamais pu y jouer. On pourrait presque parler d'un genre steamfae du coup, dans la présence de ces races non humaines est importante dans la définition de l'univers de Carnival Row. Et ces faits justement, parlons-en, ces peuples féeriques qui m'ont toujours fasciné personnellement, que ce soit depuis la mythologie celte à toutes sortes de déclinaisons plus récentes, eh bien on peut dire qu'elles m'ont semblé très terre à terre dans Carnival Row. Il y a très peu de magie qui gravite autour d'elles, autour d'eux, à quelques exceptions près heureusement. Mais ce côté très terre-à-terre, très réaliste de ces peuples féeriques a des explications, et oui, sans aucun doute possible, ces peuples sont là pour incarner une minorité d'immigrants mal tolérés par la population de la Burg, sachant qu'ils n'ont pas vraiment d'autre choix que de quitter leur terre natale, et notamment Tirnanok, qui est tombé entre les mains des humains du pacte. Et celles et ceux parmi vous qui auront l'œil ou l'oreille averti pourront sans doute reconnaître quelques références dans Carnival Row, quelques références à des éléments de folklore plus traditionnels liés aux fées, au peuple féerique, comme par exemple Tirnanok qui fait évidemment référence à Tir na Nog, le pays de l'éternelle jeunesse dans les mythes celtiques irlandais. On peut aussi entendre des fées évoquer Titania, la reine des fées dans Le songe d'une nuit d'été, ou encore le terme Puck qui désigne les faunes en argot, sachant que Puck est aussi un personnage de la pièce de Shakespeare, même s'il s'agit d'abord d'une sorte de lutin du folklore celte. Le pacte, qui est la faction humaine opposée à celle de la Burg, peut faire penser vaguement à la triple alliance de la Première Guerre mondiale, mais ce qui est clair, c'est que les fées sont massacrées et pourchassées dans un véritable génocide, en tout cas du côté du pacte, qui emprunterait davantage au camp tristement célèbre de la Deuxième Guerre mondiale. De mon point de vue, il s'agit là sans conteste d'un aspect très intéressant de cet univers que propose Carnival Row, mais qui est très peu exploré, exploité dans la première saison, même si on a quand même un épisode entier consacré à un flashback qui nous permet de nous plonger dans cette guerre entre la Burg et le Pacte pour le contrôle des territoires des peuples féeriques. Comme je l'évoquais, le propos de Carnival Row est éminemment politique sur la question des migrants et du racisme qui a tendance à cantonner les féeriques dans des tâches et positions subalternes. Certains trouveront, j'en suis sûr, la parabole un peu trop forcée, pourtant on y retrouve aussi la réalité de la lutte des classes de l'ère industrielle et ces mondes quasi parallèles entre les travailleurs et les possédants. Du côté maintenant de tout ce qui est machination politique, disons qu'on peut sans doute y reconnaître l'aspect le plus brouillon, le moins abouti, parfois le plus gênant de cette première saison de Carnival Row, même s'il n'y a là rien de scandaleux. Disons que lorsqu'on introduit assez tardivement un personnage important dans la trame centrale, on est un peu déçu de voir qu'il s'agit d'une déclinaison peu inspirée du Littlefinger de Game of Thrones, avec quelques évocations assez maladroites à la notion de chaos qu'on reconnaît évidemment de la série Game of Thrones. Ceci dit, l'interprète du personnage en question n'est pas dénué d'un certain charme, d'un certain charisme, donc on verra bien pour la suite. Heureusement, dans Carnival Row, il y a des personnages qui ne sont pas uniquement définis par leur race, bien sûr, notamment Agreus, un faune qui a fait fortune et tente de se faire accepter par la haute bourgeoisie humaine, mais sans jamais de son côté courber les chines. Et les relations mondaines délicates entre ce faune nouveau riche et des frères et sœurs en perte de fortune donnent certains moments parmi les plus pertinents et intenses de la saison, même s'ils sont surtout là pour nourrir un univers sans lien direct avec la trame de l'intrigue principale. Et en plus de tout ça, et oui, on a aussi la lente montée en puissance d'un courant extrémiste religieux parmi les faunes qui vivent donc dans la cité de la Burg, et il s'agira peut-être d'un des thèmes centraux de la deuxième saison. Et rappelez-vous, au début de cette vidéo, j'avais aussi parlé d'influence Lovecraftienne, et oui, même si ça peut surprendre, Carnival Row sent bon parfois le tentacule pas frais surgit des profondeurs. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, H.P. Lovecraft est un écrivain dont l'œuvre a eu une influence non négligeable sur tout ce qui a suivi en termes d'horreur ou d'épouvante.
On sait notamment que toute la mythologie développée par Stephen King s'en inspire en partie. En l'occurrence, les dieux anciens et enfouis, plus ou moins liés à certains cultes et pratiques magiques des fées, semblent avoir quelques accointances avec le panthéon cyclopéen et indicible de cet écrivain qui se distinguait aussi, et malheureusement, par un racisme maladif. Un élément qui n'a bien sûr pas échappé à la sagacité des scénaristes de Carnival Row qui se feront un malin plaisir à redistribuer les cartes de ce pouvoir occulte dans la première saison. Enfin et surtout, Carnival Row reste une enquête menée par notre cher Orlando, avec un chapeau melon vissé sur la tête, le tout filmé dans les rues de Prague en plein hiver. Oui, je vous confirme, ils se sont bien caillés les miches. Et dans les ruelles sombres de cette pseudo-Londres victorienne, tout commence par une espèce d'histoire à la Jack l'Éventreur. Certains regretteront que ce fil narratif aboutisse aussi rapidement, mais pas moi. J'ai trouvé rafraîchissant au contraire qu'on ne reste pas trop longtemps bloqué sur ce type de traque de tueurs en série vu et revu et déjà traité de fort belle manière dans d'autres œuvres ou même certaines parties de jeux de rôle filmés auxquels j'ai participé et vous pourrez aller voir ça sur la chaîne Tales of Pi. Quoi qu'il en soit, sur le fond, je dois bien reconnaître que la structure même de l'intrigue et ce qu'elle implique à long terme pour son personnage principal reste fondamentalement classique en respectant les fameuses étapes du parcours initiatique du héros. Carnival Row est donc le résultat de ce mélange assez improbable entre classicisme et originalité, sachant que la notion même de mélange est au cœur de son scénario. Et même si, c'est vrai, il reste un vaste panel d'options possibles à ce qui pourrait être raconté dans la ou les prochaines saisons, il faut quand même reconnaître une autre prise de risque de la part de cette première saison de Carnival Row, en plus de son originalité, de n'être l'adaptation de rien du tout, eh bien c'est de fermer la plupart des grandes intrigues qui nous sont proposées, quitte à prendre le risque de ne pas vraiment motiver le spectateur à revenir haletant pour connaître la suite. Il faut donc espérer que l'attrait de l'univers et de ses personnages seront suffisants pour convaincre les spectateurs de revenir. Et oui, après tout, l'un des objectifs de Carnival Row, c'est aussi de nous proposer des tranches de vie, des petites scènes de cet univers si proche mais aussi différent du nôtre, et cet objectif est déjà inscrit dans les noms de ces deux personnages principaux. En effet, en anglais, vignette correspond à une anecdote, une scène de vie quotidienne, tandis que le nom Philostrate est notamment dans l'histoire celui d'un rhéteur du IIe siècle, connu pour avoir décrit 65 tableaux de scènes mythologiques. Mais alors, de telles références suffisent-elles à conférer à cette première saison de Carnival Row un statut mythique? Évidemment, la réponse est non, mais qui sait ce que pourrait nous réserver de futures saisons? Et puis donc, mon conseil, c'est plutôt de la regarder, de lui laisser sa chance pour vous forger votre opinion de cette série si différente. Dans les prochaines vidéos, j'aurai l'occasion de revenir bien sûr au cinéma, de continuer sur les séries, mais aussi de parler de manga comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire. Et pour ne rien rater de tout ça, vous savez bien que le mieux consiste à s'abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et si vous ne le faites pas de toute façon, je serai obligé de clouer vos petites ailes de fée à mon tableau de chasse et ce serait pas très joli à voir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!